Monsieur, ce petit garçon a vécu avec moi à l'orphelinat. La voix d'Amara brisa le calme de cet après-midi de jeudi. Elle tenait le chiffon à poussière d'une main tremblante, les yeux écarquillés, rivés sur le portrait encadré au-dessus de la cheminée du bureau. Ethan lâcha sa tasse de café. Il se tourna si vite qu'il manqua de renverser sa chaise. De quoi parlait cette nouvelle femme de ménage? Cette jeune fille discrète, qui lui adressait à peine la parole, depuis qu'elle avait commencé à travailler ici il y a 3 semaines, était pâle comme un linge. Ce garçon sur la photo, il a habité à Orphelinat Sainte-Claire en même temps que moi. Nous dormions dans le même dortoir. Il s'appelait Daniel. Un frisson parcourut l'échine d'Ethan. Daniel, ce prénom qu'il n'avait plus entendu depuis près de 30 ans. Le prénom de son jumeau, disparu quand ils avaient tous les deux 4 ans. Ce n'est pas possible, mon frère. Il est mort il y a longtemps. Amara secoua la tête tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Je ne sais rien d'une mort, patron. Mais je sais que ce garçon a vécu jusqu'à ses 16 ans à l'orphelinat. C'était mon meilleur ami. Il me protégeait quand les plus grands m'embêtaient. Il parlait toujours de son frère. Il disait que, quelque part, tu le chercherais. Un silence lourd s'installa. Dehors, on devinait la rumeur de la gosse. Et la lumière qui glissait sur les frangipaniers du jardin. Donnez-moi des détails, dit Ethan, s'agrippant à ce qui pouvait être une preuve. Quelque chose que personne ne peut inventer. Amara tira une chaise et s'assit face à lui. Elle inspira profondément, tentant de maîtriser son émotion. Daniel avait une tache de naissance derrière l'oreille gauche, en forme de croissant de lune. Et il était gaucher, mais il savait écrire et dessiner des 2 mains. Ethan ferma les yeux. Daniel portait exactement cette marque, et leur père, qui était chef, leur avait appris à tous les deux à manipuler le couteau des 2 mains, pour développer leur coordination. Ils traînaient un petit carnet. Des maisons avec jardin, un piano, 2 enfants main dans la main, et toujours un homme avec une toque de chef. Ethan ferma un instant les yeux. Notre père portait sa toque même à la maison. Des pas légers dans l'escalier interrompirent leur échange. Sophia, 7 ans, apparut, l'ours en peluche serré contre elle. Papa, il se passe quelque chose? Rien, mon cœur. Retourne dans ta chambre. Mais Sophia jeta un regard à Amara, et quelque chose dans les yeux de la domestique sembla apaiser l'enfant. Amara esquissa un sourire doux, malgré les larmes qui mouillaient encore son visage. Salut, Sophie. Tout va bien, mon trésor. Ce n'est qu'une conversation ennuyeuse entre adultes. Sophia resta immobile quelques secondes, passant du regard de la femme de ménage à celui de son père. Puis elle hocha lentement la tête et remonta l'escalier. Ethan ouvrit alors une boîte en bois posée dans le bureau. Des photos jaunies, une casquette d'enfant, un carnet froissé. Maman a tout gardé avant qu'on ne dise qu'il s'était noyé. Amara feuilleta le carnet. Les mêmes traits, les mêmes maisons, le même piano, la toque blanche au milieu de dessins d'enfants. C'est lui, souffla-t-elle. Le jour de sa disparition, dit Ethan sans s'étendre, c'était un dimanche près de l'eau. On a retrouvé sa casquette, jamais son corps. On a conclu à une noyade. Ma famille s'est effondrée. Il inspira, se redressa d'un bloc. C'est fini d'attendre. Je vais le retrouver. Je vais engager un détective, dit Ethan d'une voix décidée. Je vais fouiller chaque dossier, chaque document. Si Daniel est vivant quelque part, je le trouverai. Et je t'aiderai de toutes mes forces. Il la regarda longuement. Pourquoi fais-tu cela? Tu me connais à peine. Amara soutint son regard. Parce que Daniel était aussi mon frère. Pas de sang, mais de cœur. Et je lui ai promis de ne jamais abandonner. Amara leur servit de l'eau à tous les deux. Ils restèrent là, dans le bureau, tandis que l'après-midi déclinait, et que la lumière dorée du soleil filtrait par les fenêtres. Avant de continuer à parler de Daniel, dit Amara en remuant son verre. Il faut que vous compreniez une chose, monsieur. J'ai grandi dans cet orphelinat dès l'âge de 5 ans. Mes parents sont morts dans un accident de bus, je n'avais plus personne. Ethan lui fit signe de poursuivre. Daniel est arrivé quand j'avais environ 12 ans. Il est apparu de nulle part. Amené par une assistante sociale. Il avait 9 ans à l'époque. On disait que ses parents adoptifs venaient de périr dans un accident de voiture. Tu veux dire qu'il a vécu avec une autre famille de 4 à 9 ans? Exactement. Mais il jurait qu'il avait une vraie famille avant, et qu'un jour il retournerait avec elle. Comment était-il à l'orphelinat? Demanda-t-il. Il était réservé, il passait ses journées à dessiner. Mais il était solide, tu sais? Quand les plus grands m'ennuyaient, il me défendait. On le grondait, parfois on le frappait, mais il ne laissait personne me faire du mal. Amara sourit,
perdu dans ses souvenirs. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Je veillais sur lui quand il tombait malade, et il me protégeait des autres. Nous nous sommes promis de ne jamais nous séparer, que quand nous quitterions l'orphelinat nous vivrions ensemble, que nous formerions une famille. Que s'est-il passé? Demanda-t-il. Il s'est enfui à 16 ans. Il s'est violemment disputé avec un surveillant qui l'avait frappé. Daniel a dit qu'il ne supportait plus d'attendre, qu'il allait chercher son frère tout seul. J'ai essayé de l'en empêcher. Je l'ai supplié de ne pas partir, mais il avait déjà pris sa décision. Et tu ne l'as plus jamais revu? Jamais. Je l'ai cherché pendant des années. Refuge, commissariat, hôpitaux, mais c'était comme s'il s'était évaporé. J'ai fini par renoncer. J'ai cru qu'il lui était arrivé malheur. Sa voix se brisa sur la fin. Ethan vit les larmes revenir. Je suis vraiment désolée, Amara. Elle s'essuya rapidement le visage. Quand j'ai vu sa photo ici, c'était comme si le temps s'était arrêté. Tous les souvenirs ont ressurgi d'un coup. Tu as bien fait de m'en parler, dit-il. Amara le regarda. Alors, vous me croyez? Vous ne pensez pas que j'invente tout? Je te crois. Tout ce que tu as dit correspond à mes souvenirs de lui. Des détails que personne d'autre ne pourrait connaître. Tous deux gardèrent le silence un instant. Un silence lourd, chargé d'années de souffrance et de perte. Le téléphone vibra sur le bureau. Monsieur Hobby? Ici David, le détective. J'ai des éléments. L'acte de décès de votre frère reposait sur des témoignages sans corps. Un témoin clé est mort 6 mois plus tard dans un accident suspect. Et j'ai trouvé l'entrée d'un Daniel Okoro à Santa Clara 2 jours après la disparition. 4 ans, parents adoptifs décédés. Tout pointe vers une mise en scène. Continuez, dit Ethan, la voix ferme. Avec prudence. Il raccrocha. Sa main tremblait, mais son regard s'était éclairci. Amara revint du marché de Balogun avec un sac. J'ai pris le chocolat que Sophia aime. Il y a du nouveau? Demanda-t-elle. Oui. Tu avais raison. Et on ne lâchera pas. Puis-je vous poser une question? Demanda Amara. Bien sûr. Comment va Sophia maintenant? Vous disiez qu'elle s'améliorait ces dernières semaines. Daniel se leva et s'approcha de la fenêtre. Il regarda le jardin, les yeux perdus. Ma femme est morte il y a 1 an, dit-il d'une voix basse. Un chauffard ivre a percuté sa voiture. Elle est morte sur le coup. Amara resta muette, la main posée sur le bord du bureau. Sophia n'a pas vu l'accident, poursuivit Daniel. Mais elle a compris que sa maman ne reviendrait plus. Cette nuit-là, elle est restée assise à la fenêtre pendant des heures, attendant qu'on vienne frapper à la porte. Quand je lui ai annoncé la vérité, elle est restée sans un mot. Et depuis, elle s'est enfermée dans le silence. Il serra les poings. Pendant des semaines, elle n'a plus voulu sortir de sa chambre. Elle refusait de manger, de parler, même de me regarder. Les médecins ont parlé de choc post-traumatique. Moi, je n'ai vu qu'une enfant brisée, qui croyait que tout ce qu'elle aimait, finissait toujours par disparaître. Amara écoutait sans oser respirer. Dans ses yeux brillait une compassion qu'elle ne parvenait pas à cacher. Et maintenant? Demanda-t-elle doucement. Maintenant, grâce à toi, ça va un peu mieux. Daniel s'interrompit, repensant à ce moment précis où quelque chose avait changé. C'était un matin ordinaire. Il montait l'escalier lorsqu'il avait entendu un léger rire. Derrière la porte de la chambre de Sophia. Un rire qu'il n'avait plus entendu depuis des mois. Il s'était approché sans faire de bruit. À travers la fente, il l'avait vue assise sur son lit, une feuille de papier jaune entre les mains. Elle la lisait en silence, puis un petit sourire était né sur ses lèvres. Sur la feuille, quelques mots maladroits, une blague dessinée. Et un soleil tracé d'une main tremblante. Amara venait de glisser la note sous la porte. Et pour la première fois depuis la mort de sa mère, Sophia avait souri. Le lendemain, une autre feuille était apparue. Puis une troisième. Chaque jour, Amara lui laissait un petit mot. Une phrase d'encouragement, une devinette, un dessin d'oiseau. Et chaque jour, Sophia répondait en silence, ouvrant la porte un peu plus. Jusqu'à ce matin-là, elle se leva, marcha vers la porte et l'ouvrit en grand. Amara se tenait de l'autre côté, un plateau à la main avec un sandwich et un jus de fruits. J'ai pensé que tu aimerais une petite collation. Sophia prit le plateau sans rien dire, mais avant de refermer la porte, elle regarda Amara et murmura un merci. Un seul mot, mais c'était le premier que Sophia prononçait depuis des semaines. Petit à petit, la fillette commença à ouvrir la porte. D'abord une fente, puis un peu plus, jusqu'au jour où elle sortit de sa chambre. Ethan n'avait jamais demandé à Amara comment elle y était parvenue. Il avait peur de briser la magie. Mais maintenant,
Face à la femme de ménage, il comprit. Amara connaissait la solitude, connaissait la perte, et Sophia l'avait senti en elle. Merci, dit-il soudain. Amara cligna des yeux, surprise. Pourquoi? Pour m'avoir rendu ma fille, pour m'avoir redonné l'espoir de retrouver mon frère, pour être là. Elle rougit et baissa les yeux. J'ai seulement fait ce qui était juste. Tu as fait bien plus que cela. Le bureau d'Ethan, à Victoria Island, s'était transformé en véritable salle d'enquête. Documents étalés, photos d'orphelinat, notes reliées par des fils rouges. Chaque soir, Amara venait l'aider après avoir couché Sophia. Il passait des heures à reconstituer le puzzle de Daniel. Sophia, elle, recommençait à descendre dîner avec eux. Son rire fragile emplissait parfois la maison. C'était peu, mais pour Ethan, c'était déjà une victoire. Un jeudi après-midi, alors qu'Amara était partie au marché, le téléphone sonna. Obi à l'appareil. Ici David. Asseyez-vous, j'ai du nouveau. Ethan se laissa tomber dans son fauteuil. Dites-moi. J'ai retrouvé un ancien dossier de Santa Clara. L'enfant Daniel Okoro a été enregistré avec des papiers falsifiés. Et j'ai localisé la trace d'une infirmière, qui a démissionné 3 jours. Après la disparition de votre frère. Elle a quitté Lagos, changé de nom. Quelqu'un a payé pour qu'elle disparaisse. Ethan serra le combiné. Vous pensez que mon frère a été enlevé? C'est l'hypothèse la plus probable. L'enfant aurait été vendu à une famille incapable d'adopter légalement. Après l'accident de cette famille, il s'est retrouvé à l'orphelinat. Le silence tomba dans le bureau. Je poursuis la piste. Donnez-moi un peu de temps, dit David. Faites le nécessaire. Je veux tout savoir, peu importe le coût. Quand il raccrocha, Ethan resta figé, les doigts crispés sur le bureau. 30 ans de mensonges. Son frère n'était pas mort. Il avait été arraché à eux, puis abandonné sous un faux nom. La porte s'ouvrit doucement. Amara entra, les bras chargés de provisions. J'ai trouvé du cacao pur pour Sophia, elle va adorer. Elle vit son visage. Il s'est passé quelque chose? Demanda-t-elle, inquiète. Ethan leva les yeux vers elle. Oui. Le détective a confirmé ce que tu disais. Tout était faux. Il se leva brusquement, fit quelques pas vers la fenêtre. Il a été vivant toutes ces années, Amara, vivant, et je ne l'ai pas cherché. Sa voix se brisa. J'étais un enfant, puis un homme, et je n'ai rien fait. Ce n'était pas ta faute, dit-elle calmement. On t'a menti. On vous a tous trompés. Ethan se tourna vers elle, bouleversé. Et si je ne le retrouve pas? S'il est trop tard? Alors tu sauras au moins que tu as essayé. Et s'il est encore quelque part, il t'attend. Daniel n'aurait jamais cessé d'espérer. Il la regarda longuement. Dans ses yeux, il vit la même détermination que celle qu'il portait enfant. Merci, dit-il enfin. Amara sourit doucement. Nous le retrouverons, monsieur Ethan. Je vous le promets. Le soir même, pendant que Lagos s'illuminait derrière les vitres du bureau, Ethan s'assit seul, une tasse de café dans les mains. Il repensa à son père, à sa mère, à toutes ces années perdues. Puis il se leva, attrapa son manteau et sortit. Direction le restaurant familial, sur l'île de Lagos. Dans la petite réserve à l'arrière, il retrouva la boîte où son père gardait les vieux registres de clients. Les contacts d'anciens fournisseurs, les coupures de journaux d'époque. Il y passa la nuit à fouiller, cherchant la moindre trace du barrage, du jour où Daniel avait disparu. À l'aube, il trouva enfin un article déchiré. Enfant disparu, noyade présumée au barrage d'Auguin. En marge, une note écrite par son père. Chercher témoin femme en blouse blanche. Vue sur place, jamais interrogé. Ethan ferma les yeux. Son père avait douté. Il avait commencé à chercher, mais la douleur l'avait étouffé. Lui, Ethan, irait au bout. 2 jours passèrent. C'était un samedi matin, et Ethan préparait du café dans la cuisine quand la sonnette retentit. Il posa sa tasse, s'essuya les mains et alla ouvrir. Quand il ouvrit la porte, la surprise le cloua sur place. Jimna, son ex-fiancée, se tenait là, souriante, un sac de boulangerie à la main et un bouquet de fleurs dans l'autre. « Salut, Ethan. Ça fait longtemps. Je t'ai apporté du pain frais, et des fleurs pour le jardin. Que fais-tu ici? Demanda-t-il, décontenancé. Je suis venu parce que tu me manquais. On peut discuter? Sans attendre de réponse, elle passa devant lui et entra. Comme si elle habitait encore là. Waouh, tout est resté pareil. Même l'odeur de café est identique. Ethan referma la porte, encore sous le choc de cette visite imprévue. Jimna, nous avons rompu il y a 2 ans.
Tu ne peux pas débarquer comme ça sans prévenir. Je sais, répondit-elle avec un faux air d'innocence. Mais vous me manquiez, toi, Sophia, cette maison. Je peux rester juste quelques minutes? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Amara apparut sur le seuil de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Monsieur, le café est prêt. Voulez-vous que je... Elle s'arrêta net en voyant la femme dans le salon. Jimna la dévisagea un instant. Elle nota son uniforme simple, ses cheveux attachés en queue de cheval, ses mains encore humides. Bonjour, tu es nouvelle ici, n'est-ce pas? Oui, j'ai commencé il y a 3 semaines. Ah, parfait. La maison avait besoin de quelqu'un pour bien s'en occuper. Le ton semblait doux, mais cachait une pointe acérée. Amara le perçut aussitôt, mais ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête et retourna à la cuisine, silencieuse. Jimna attendit qu'elle disparaisse avant de se tourner vers Ethan. Elle semble très sérieuse. Amara est excellente dans son travail. Je veux bien le croire, répondit Jimna avec un sourire forcé. Elle marcha jusqu'au salon et s'installa dans le canapé, silovant comme chez elle. Alors, raconte-moi, comment vas-tu? Et comment va Sophia? Ethan soupira. Il savait que Jimna ne partirait pas de sitôt. Il alla s'asseoir dans le fauteuil en face d'elle. Nous allons bien. Mieux que ces derniers mois. Vraiment? C'est merveilleux, dit-elle d'un ton faussement léger. J'étais tellement inquiète quand j'ai appris pour l'accident de Camilla. J'ai voulu venir plus tôt, mais j'ai pensé que vous aviez besoin d'espace. Et moi aussi. Jimna fit sa moue de chien battu. Je sais que nous n'avons pas bien terminé. Je sais que j'ai trop insisté sur le mariage, mais je vous porte toujours une affection particulière, à toi et à Sophia. Où veux-tu en venir? Nulle part. Je voulais juste vous voir, savoir si vous alliez bien. Être une amie, tu sais? Nous ne sommes pas amis, Jimna. Nous pourrions l'être, murmura-t-elle en croisant les jambes avec nonchalance. À ce moment, des pas légers dans l'escalier attirèrent leur attention. Sophia apparut en haut, descendant lentement, une main sur la rampe, l'autre serrant son ours en peluche. En voyant Jimna, elle s'arrêta à mi-chemin. Tati Sophia, lança Jimna, bondissant du canapé. Regarde comme tu as grandi, ma belle. Viens embrasser ta tati. Sophia resta figée, regardant tour à tour la femme et son père. Elle ne descendit pas une marche de plus. Bonjour, dit-elle d'une voix faible. Jimna força un sourire. Que tu es mignonne. Toujours aussi timide, hein? Mais tu vas bien? Tu manges bien? Sophia ne répondit pas. Elle regarda vers la porte de la cuisine, cherchant quelqu'un. Amara apparut avec un plateau. Sophia, mon amour, j'ai préparé les pancakes que tu adores. Viens manger tant qu'ils sont chauds. Le visage de Sophia s'illumina. Elle dévala le reste de l'escalier en courant et fila droit à la cuisine, passant devant Jimna sans même la regarder. Jimna resta plantée là, le sourire figé, observant l'enfant disparaître avec la domestique. Elle est très attachée à la femme de ménage, non? Dit-elle en se rasseyant. Amara a beaucoup aidé Sophia. C'est la seule personne qui a réussi à la faire sortir de sa chambre. Ah, comme c'est gentil de sa part. Mais la façon dont elle le dit laissait entendre que cela ne lui plaisait guère. Elle resta encore quelques minutes, essayant d'engager la conversation avec Ethan, lui posant des questions sur le restaurant. Sur les affaires, sur sa vie sentimentale. Mais Ethan répondait par monosyllabes, visiblement mal à l'aise. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je parte, dit enfin Jimna en prenant son sac. Je voulais juste passer saluer, voir comment vous alliez. Elle marcha vers la porte. Avant de sortir, elle saisit doucement le bras d'Ethan. Nous pourrions dîner un de ces jours, juste toi et moi, pour rattraper le temps perdu. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. S'il te plaît, juste un dîner entre vieux amis. Ethan hésita un instant. Je vais y réfléchir. Parfait. Je t'appellerai. Au revoir, Ethan. Elle lui fit un long baiser sur la joue et partit. Quand la porte se referma, Ethan resta là, immobile. Quelque chose clochait. Jimna n'agissait jamais sans arrière-pensée. Dans la cuisine, Sophia regardait Amara. Je n'aime pas cette dame. Elle ment avec ses yeux. Amara esquissa un sourire. Tu es très observatrice, Sophia. Papa ne doit pas lui parler. Elle va encore tout casser. Amara ne répondit pas. Mais au fond d'elle, elle savait que la paix fragile de cette maison venait de trembler. Et dans la voiture, Jimna observa la façade depuis la rue. Elle serra les dents. Voyons ce que cache ta petite protégée, murmura-t-elle. Elle prit son téléphone et commença à fouiller. Amara Roras Moral. Un nom, quelques traces, et bientôt,
De quoi détruire sa réputation. La chasse venait de commencer. L'enquête avançait lentement, mais chaque jour rapprochait Ethan de la vérité. Les appels du détective se succédaient, les nuits s'allongeaient. Et la maison sur Victoria Island vibrait d'une tension nouvelle. Faite d'espoir et de peur mêlées. Pourtant, au milieu de tout cela, quelque chose de précieux naissait aussi. Sophia riait à nouveau. Elle descendait presque chaque matin, pour aider Amara à préparer le petit déjeuner, parfois même le déjeuner du dimanche. La maison qui avait été froide pendant un an reprenait vie, emplie d'odeurs de pain chaud et de rires d'enfants. Un samedi matin, Ethan entra dans la cuisine et resta figé. La pièce était couverte de farine. Sophia et Amara riaient aux éclats, le visage blanc comme neige. « Qu'est-ce que c'est que ce champ de bataille » lança-t-il, amusé malgré lui. Amara se retourna, gênée. « Pardon, monsieur, nous faisions du pain et j'ai lancé la farine par accident. » cria Sophia en riant encore plus fort. Ethan secoua la tête, mais un sourire sincère se dessina sur son visage. « Continuez, mais évitez d'exploser la cuisine. » Sophia courut l'embrasser. « Merci, papa. » Il les regarda pétrir la pâte ensemble, leur rire s'entremêlant avec la musique de la radio. Pendant un instant, la maison sembla redevenir un foyer. « Venez, monsieur, » dit Amara timidement. « Vous devriez essayer. »« Moi ? Non, je ne suis pas douée pour ça. »« Vous êtes chef, non ?» plaisanta-t-elle. Il haussa les épaules et posa ses mains sur la pâte. Elle lui montra le geste, la pression, la douceur à garder. Leurs doigts se frôlèrent un instant. Ethan eut un bref vertige, qu'il repoussa aussitôt. Elle était son employée, rien de plus. Mais son regard, doux et sincère, fit vaciller quelque chose en lui. 1 heure plus tard, le pain dorait dans le four. Sophia applaudit. « On l'a fait. »« Oui, » dit Ethan, la voix adoucie. « On l'a fait. » Plus tard dans la soirée, Amara rangeait la vaisselle quand Ethan lui parla du détective. Il a retrouvé un ancien travailleur social de l'époque de Santa Clara. Retraité, vivant dans la région d'Auguin. C'est une piste solide. Oui. Il pense qu'il pourrait confirmer l'arrivée d'un enfant sous un faux nom. Amara hocha la tête. Alors nous sommes proches, monsieur Ethan. Peut-être. Mais il reste tant d'ombre. Ses yeux croisèrent les siens. Il y lut cette force tranquille qui l'avait toujours impressionné. Elle ne doutait jamais. Il l'envia presque. Pendant ce temps, Jimna n'avait pas disparu. Dans son appartement du quartier d'Ikoyi, elle observait les réseaux sociaux. Sur l'écran, une photo récente d'Ethan. Sophia a retrouvé le sourire. Grâce à celle qui a ramené la lumière dans notre maison. Derrière Sophia, floue mais visible, la silhouette d'Amara. Jimena plissa les yeux. Toi, tu crois que je vais te laisser tout prendre? Elle appela un contact. Trouve-moi tout sur Amara Roras Moral. Orphelinat, anciens employeurs, tout ce que tu peux. 3 jours plus tard, un dossier arriva. Jimena feuilleta les pages avec lenteur, savourant chaque ligne. Et là, entre 2 rapports, elle trouva ce qu'elle cherchait. Une plainte déposée 2 ans plus tôt par une certaine Béatrice Soli. Une riche femme de Lagos, accusant Amara de vol de bijoux. Jimna sourit. Parfait. Elle décrocha son téléphone. Béatrice? Bonjour, je suis une amie d'un ancien employeur d'Amara. J'aimerais que vous me racontiez ce qui s'est passé. La voix de Béatrice jaillit, remplie de rancune. Cette fille? Une voleuse. Elle a pris le collier de ma mère? Et s'est enfuie avant qu'on ne puisse la faire arrêter. Vraiment? Vous avez encore les documents? Tout. J'ai gardé la plainte, les photos, tout le dossier. Envoyez-les-moi, dit Jimna avec douceur. Et quand elle raccrocha, son sourire s'élargit. Elle savait qu'elle venait de trouver l'arme parfaite. Quelques jours plus tard, un après-midi paisible à la résidence, Jimna se présenta à nouveau à la porte. Ethan hésita, mais finit par la laisser entrer. Elle prétexta vouloir offrir un gâteau à Sophia. Amara, polie mais méfiante, resta en retrait. Jimna en profita pour entamer la conversation. « Dis-moi, Amara, tu travailles ici depuis combien de temps déjà? » « Un peu plus d'1 mois. » répondit-elle. « Oh, et avant? » Chez une autre famille, mais ça n'a pas duré. Dommage. Certains patrons peuvent être durs. Oui, dit Amara simplement. Jimna la scruta. Tu dois avoir de la chance de travailler ici. Ethan est un homme généreux, très généreux. Je fais simplement mon travail, madame. Bien sûr. Rien d'autre. Le ton était tranchant. Amara sentit l'agression, mais garda son calme. Jimna sourit, satisfaite de voir la tension s'installer. Le soir même, elle envoya un message à un vieil ami avocat. J'ai besoin que tu me prépares un document crédible. Une plainte judiciaire. Peu importe le prix. Elle savait déjà comment elle allait s'en servir.
Dans la maison, l'atmosphère se faisait plus douce. Sophia s'épanouissait, Amara reprenait confiance. Et Ethan commençait à croire que tout irait mieux. Mais dehors, dans la nuit humide de Lagos, Jimena préparait le piège. Et cette fois, elle ne comptait pas rater sa cible. 8 semaines passèrent. La maison semblait paisible, mais une ombre invisible y glissait chaque jour un peu plus. Ethan se concentrait sur l'enquête, Amara s'efforçait de ne pas croiser Jimena, et Sophia, sans comprendre pourquoi, sentait la tension dans l'air. Le vendredi soir, Ethan organisa un dîner à la résidence. Quelques amis, des voisins, rien de formel. Juste une soirée tranquille pour souffler, après tant de semaines d'attente et d'angoisse. Amara avait préparé la maison, repassé les nappes, arrangé les fleurs. Tout était parfait, jusqu'à ce que la sonnette retentisse. Ethan ouvrit la porte. Et son cœur se serra. Jimena? Elle se tenait là, radieuse, un gâteau à la main, vêtue d'une robe ivoire. « Je suis venue aider », dit-elle d'un ton léger. « Tu sais que j'adore recevoir. » Ethan voulut refuser, mais déjà elle entrait, saluant les invités avec un sourire charmant. Amara la vit depuis la cuisine. Son ventre se noua. Elle pressentait que cette soirée ne finirait pas bien. Les invités s'installaient dans le salon, riant, discutant. Jimena s'était assise près d'Ethan, jouant de son rire cristallin à chaque anecdote. Amara servait les boissons, discrète comme toujours. Mais Jimena, elle, observait chaque geste, chaque regard. Et lorsqu'Amara passa près d'elle avec un plateau, elle fit exprès de se lever brusquement. Le choc fut léger, mais suffisant pour que quelques verres vacillent et tombent. « Oh, je suis tellement maladroite !» s'exclama Jimena d'une voix sucrée. Les invités rirent nerveusement. Amara se pencha aussitôt pour ramasser les débris. « Excusez-moi » murmura-t-elle. « Ne vous inquiétez pas » intervint Ethan, embarrassé. « Continuez, Amara, ce n'est rien. » Mais dans les yeux de Jimena brillait une satisfaction malsaine. La première fissure venait de se former. Plus tard dans la soirée, après le repas, la discussion dériva vers la sécurité domestique. C'est là que Jimena lança sa flèche. « Vous savez, j'ai lu récemment un article sur les employés de maison. Qui trahissent la confiance de leur patron, c'est terrible. » « Oui, » répondit une invitée, « il faut toujours vérifier les antécédents. » Jimena sortit son téléphone, l'air faussement hésitant. « Eh bien, je ne voulais pas en parler, mais j'ai découvert quelque chose sur la nouvelle employée d'Ethan. » Un silence glacé tomba. « Jimena, pas ici, » dit Ethan, la mâchoire crispée. « Oh, mais tout le monde mérite de savoir avec qui il vit, non ?» Elle retourna l'écran. Une image s'y affichait. Un document prétendument officiel, une plainte pour vol de bijoux datant de 2 ans. Le nom d'Amara Roras Moral s'y lisait clairement. « C'est faux », lança Ethan, plus fort que prévu. L'affaire a été classée. Mais Jimena souriait déjà. Classée, oui. Comme souvent quand il n'y a pas assez de preuves. Les invités échangèrent des regards embarrassés. Certains se levèrent pour partir plus tôt. L'ambiance s'était effondrée. Amara, qui revenait de la cuisine avec le dessert, s'arrêta sur le seuil en voyant les visages tendus. Les chuchotements. L'écran du téléphone. Et surtout les yeux d'Ethan, fuyants. Elle comprit. « Servez-vous » dit-elle d'une voix calme, en déposant le plateau de gâteau. Personne ne répondit. Puis un invité lâcha, un peu trop fort. Avec ce genre d'antécédents, on devrait être prudent. Amara sentit ses joues brûler. Mais elle ne pleura pas. Elle se contenta d'un simple « Bonne soirée, messieurs dames ». Et elle quitta la pièce, la tête haute. Lorsque le dernier invité fut parti, Ethan rejoignit la cuisine. Amara lavait la vaisselle, les yeux rougis. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Vous n'avez pas à l'être, monsieur. Vous n'avez rien fait pour m'humilier. Mais vous n'avez rien fait pour m'en empêcher non plus. Ce qu'elle a montré, c'est vrai qu'il existe une plainte ? » « Oui, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Une ancienne patronne m'a accusée à tort. Son mari me regardait trop, alors elle a inventé un vol pour me renvoyer. J'ai porté plainte à mon tour, mais sans argent, je n'ai rien pu prouver. » Ethan se pinça l'arête du nez, bouleversé. « Pourquoi ne m'en avoir jamais parlé ? Parce que je savais que ce regard viendrait, celui que vous avez maintenant. Le regard de quelqu'un qui doute. » Le silence s'installa. Ethan voulut parler, mais aucun mot ne sortit. « Bonsoir, monsieur, » dit-elle enfin, avant de quitter la pièce. Et pour la première fois depuis qu'elle travaillait là, la maison sembla redevenir aussi froide qu'avant. Le lendemain, Sophia se réveilla tôt. Elle descendit chercher Amara, mais ne la trouva pas dans la cuisine.
Elle frappa à sa porte. Amara? Tu dors? La voix étouffée répondit. Va jouer, ma chérie. J'arrive plus tard. Sophia sentit qu'elle plairait. Alors elle alla voir son père. Papa, Amara est triste. Elle a pleuré cette nuit. Ethan resta muet. Son cœur se serra. La vérité, c'est qu'il avait peur. Peur d'avoir cru en quelqu'un qui l'aurait trompé. Et peur, plus encore, que Jimna ait réussi à semer le doute entre eux. Mais au fond, il le savait, rien ne collait. Tout était trop parfait, trop préparé. Et quelque part, dans son instinct, une petite voix murmurait que Amara disait la vérité. Mais il était déjà trop tard pour le lui prouver. Dehors, Jimna observait la maison depuis sa voiture. Elle souriait en voyant les lumières s'éteindre une à une. Premier acte terminé, murmura-t-elle. Le prochain, ce sera sa chute. Le lundi matin, la pluie tombait drue sur Victoria Island. Des éclairs zébraient le ciel gris, et la mer rugissait au loin. Dans le manoir Obi, l'atmosphère était aussi lourde que le temps dehors. Amara rangeait ses affaires en silence. Une petite valise ouverte sur le lit, quelques vêtements soigneusement pliés, un carnet usé et un chapelet de bois. Elle n'avait presque rien, mais elle partait avec ce qu'elle avait de plus précieux, sa dignité. La porte s'ouvrit doucement derrière elle. Ethan entra, trempé, revenant d'un rendez-vous. Ses yeux tombèrent sur la valise. « Tu pars » demanda-t-il. « Oui, monsieur » répondit-elle. « Tu n'as rien à te reprocher, Amara » dit-il. « Vous n'en êtes pas sûr » répondit-elle calmement. « Et tant que vous ne l'êtes pas, je ne peux pas rester » ajouta-t-elle. Elle ferma la valise. « Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Pour Sophia, surtout, dit-elle. Ethan fit un pas vers elle. « Attends, dit-il. » Elle s'arrêta, sans se retourner. « Je vais faire la lumière sur tout ça. Je te le promets, dit-il d'une voix tremblante. Vous m'avez déjà fait une promesse, monsieur. Le jour où vous avez dit que vous ne laisseriez plus personne m'humilier, répondit-elle. Ces mots claquèrent comme une gifle. Ethan baissa la tête. Je ne t'ai pas défendu comme j'aurais dû, admit-il. Non, souffla-t-elle. Mais je vous pardonne, répondit-elle. Et elle sortit, la pluie fouettant son visage dès qu'elle passa la porte. Sophia descendit en courant, tenant un dessin dans les mains. Amara, regarde, c'est nous trois, s'exclama-t-elle. Mais la femme de ménage n'était plus là. La fillette aperçut seulement la porte d'entrée encore entrebâillée. Elle courut dehors, pieds nus, criant. Amara! Attends! Cria-t-elle. Sous la pluie, Amara se retourna. Sophia la rejoignit, trempée jusqu'aux os. Elle se jeta dans ses bras, sanglotant. Ne pars pas, sanglota-t-elle. Je dois le faire, ma chérie, répondit-elle doucement. Tu nous laisses? Demanda Sophia, la voix brisée. Non, murmura-t-elle. Je reviendrai quand ton papa saura la vérité, assura-t-elle. Sophia serra plus fort. Je t'aime, Amara, dit-elle. Moi aussi, mon trésor. Plus que tu ne le crois, répondit-elle. Ethan les vit depuis le perron. Cette image, cette étreinte sous la pluie, lui transperça le cœur. Il fit un pas, puis s'arrêta. Elle monta dans un taxi. Et il resta là, impuissant, pendant que la voiture disparaissait dans la brume. Les jours suivants furent un cauchemar. Sophia ne mangeait plus. Elle restait enfermée dans sa chambre, gardant sur son oreiller un petit bracelet tressé que Amara lui avait laissé. Ethan tenta de parler, de la distraire, rien n'y fit. Même le rire de l'enfant, si précieux, s'était éteint. Dans le bureau, il relisait chaque message, chaque note laissée par le détective David. Puis il tomba sur un nouveau rapport arrivé par mail. Une certaine Jimna Adebayo a pris contact avec Madame Béatrice Soli. Avant la diffusion du document contre Amara. Les dates coïncidant. D'après une source interne, elle aurait payé pour obtenir une copie falsifiée du dossier. Ethan sentit le sang quitter son visage. Il se leva d'un bond, renversa sa chaise. Jimna, souffla-t-il. Tout s'éclairait brutalement. Les mensonges, les coïncidences, la plainte, tout avait été orchestré. Il prit son téléphone, composa son numéro. « Allô » s'exclama Jimna d'un ton faussement enjoué. « Qu'as-tu fait, Jimna » demanda Ethan, la voix pleine de reproches. « Pardon » répondit-elle, feignant l'innocence. « Ne joue pas. Tu as manipulé Béatrice. Tu as falsifié des papiers, accusa-t-il. Tu n'as aucune preuve, objecta-t-elle, glaciale. Oh que si, coupa-t-il. Et tu vas les voir, mes preuves. Parce que cette fois,
Je ne te laisserai pas salir une innocente, dit-il fermement. Il raccrocha avant qu'elle ne réponde. Ses mains tremblaient, mais ses yeux brillaient d'une rage froide. Ce soir-là, il fit ses bagages. Sophia s'approcha, inquiète. « Papa, tu vas où ?» demanda-t-elle. « Chercher Amara, dit-il simplement. « Tu la ramènes ?» demanda Sophia, espérant. « Oui, mon ange. Je la ramène à la maison, » répondit-il en souriant. Sophia sauta dans ses bras. « Promis ?» demanda-t-elle. « Promis, » dit-il. Le lendemain, à l'aube, Ethan prit la route. David lui avait transmis une adresse. Abeokuta, la ville où Amara s'était réfugiée. Un petit village au bord du fleuve, entouré de collines rouges et de palmiers. Il roula des heures, le cœur battant. Chaque kilomètre effaçait un peu plus le doute. Et quand il la vit enfin, debout devant une église en bois, aidant des enfants à porter des sacs de riz, il sut qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Amara leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Elle eut un léger sursaut, puis détourna le visage. « Bonjour », dit-il en s'approchant timidement. Ethan s'approcha lentement, les mains vides. « Je suis venu m'excuser, » dit-il. « Vous n'avez pas besoin de le faire. »« Je vous ai déjà pardonné, » répondit-elle, sans relever immédiatement le regard. « Non, cette fois je veux que tu m'écoutes, » insista-t-il. Il lui tendit le rapport du détective. Tout était faux. Jimna t'a piégé. « J'ai les preuves, » dit-il en lui montrant les documents. Amara baissa les yeux, les doigts tremblants. « Pourquoi venir me le dire ? Vous auriez pu simplement oublier, » demanda-t-elle. « Parce que je ne dors plus sans ton pardon, » avoua-t-il. « Parce que Sophia pleure chaque nuit. Et parce que, sans toi, cette maison n'a plus d'âme, » ajouta-t-il, la voix pleine d'émotion. Le silence s'étira. Le vent souleva un peu la poussière. Les enfants riaient au loin. « Ethan, ce que vous ressentez n'effacera pas la blessure, » répondit-elle doucement. « Je le sais. Mais je veux la réparer. Pas pour moi. Pour toi, pour ma fille, pour lui aussi. »« Daniel, » dit-il en baissant la voix. À ce nom, Amara leva enfin la tête. « Tu as des nouvelles ?» demanda-t-elle. « Oui. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi, » répondit-il. Sous le grand manguier de l'église, ils s'assirent. Ethan sortit une enveloppe. David a trouvé une photo récente. L'homme ressemble à Daniel. Même tache derrière l'oreille. Il vit au Ghana, sous le nom de Léo Okoro, expliqua-t-il. Amara porta une main à sa bouche. C'est lui, murmura-t-elle. J'en suis sûre. Et je ne veux pas le retrouver sans toi, dit-il avec détermination. Elle garda le silence un long moment. Puis un sourire, discret mais vrai, effleura ses lèvres. Alors allons-y, monsieur Ethan, conclut-elle. Appelle-moi Ethan, tout simplement, répondit-il en souriant. Elle hocha la tête. Et pour la première fois depuis des semaines, il sentit que quelque chose venait de se réparer. Pendant ce temps, à Lagos, Jimna regardait la une des journaux. Le célèbre homme d'affaires Ethan Obi quitte le Nigeria pour retrouver son frère disparu. Elle serra son téléphone, furieuse. « Tu crois que c'est fini, Ethan ?» lança-t-elle à voix basse en claquant le journal. « Tu n'as encore rien vu ?» marmonna-t-elle pour elle-même. Mais au fond, elle savait qu'elle avait perdu. Car quand l'amour renaît après la trahison, il n'y a plus rien à détruire. L'aube enveloppait la route d'une lumière dorée. Lorsqu'Ethan et Amara quittèrent Abeokuta. Leur bagage était léger, mais leur cœur, lui, pesait d'émotions mêlées. Ils roulaient en silence, bercés par le ronronnement du moteur et le chant lointain des oiseaux qui s'éveillaient. Sophia était restée à Lagos, sous la garde de Madame Grace, la gouvernante. Avant leur départ, elle avait glissé dans la main de son père un dessin de Troie, entouré de cœurs maladroits. « Ramène-la vite » avait-elle murmuré, « et retrouve ton frère » ajouta-t-elle doucement. Ethan gardait ce dessin dans sa poche, comme un talisman. À la frontière du Ghana, le soleil était déjà haut. Amara observa les collines vertes s'étendre à perte de vue. « C'est étrange » murmura-t-elle. « J'ai l'impression d'être revenue à un endroit que je n'ai jamais vu. »« Peut-être parce que ton cœur sait déjà qu'on approche » répondit Ethan en souriant légèrement. Elle sourit faiblement. Ils reprirent la route vers Kumasi, la ville où vivait l'homme que le détective avait identifié. Comme Léo Okoro. Léo, peut-être. Ethan ne parlait presque pas. Ses doigts tapaient nerveusement sur le volant, et son regard se perdait sur les arbres qui défilaient. « Tu es nerveux » dit Amara doucement. « Je ne sais pas ce que je vais trouver » répondit-il. « Et s'il ne me reconnaît pas ? S'il refuse de me voir ?» Elle posa sa main sur la sienne. « Alors tu lui laisseras le temps » dit-elle calmement. « Mais une chose est sûre, Ethan,
ton frère n'est plus perdu. » Ils arrivèrent à Kumasi à la tombée du jour. David, leur détective, leur avait transmis une adresse. Un petit atelier de réparation d'instruments de musique. Une enseigne en bois, usée, portait les mots « L'harmonie de Léo ». Ethan s'arrêta devant, incapable de bouger. Amara posa une main sur son épaule. « Je t'attends ici, » dit-elle doucement. Il hocha la tête, inspira profondément et entra. À l'intérieur, une odeur de bois verni et de cordes tendues flottait dans l'air. Un homme d'une quarantaine d'années, au regard calme, réparait une guitare derrière le comptoir. Quand Ethan s'approcha, il leva la tête. Le temps sembla s'arrêter. Même fossette. Même regard sombre. Même tache derrière l'oreille. Mais dans ses yeux, il y avait aussi autre chose, la douleur d'un passé oublié. « Léo Okoro ?» demanda Ethan, la voix tremblante. « Oui, monsieur. Vous désirez une réparation ?» répondit l'homme poliment. Ethan avala difficilement. « Non, je cherche quelqu'un. Un petit garçon qu'on a cru mort il y a 30 ans, dit-il d'une voix basse. » L'homme fronça les sourcils. « Vous devez faire erreur, » répondit-il avec prudence. « Il s'appelait Daniel Obi, » dit Ethan dans un souffle. L'homme recula, comme frappé. « Ce nom » murmura-t-il. Il porta la main à sa tempe, un souvenir lointain cherchant à revenir. Ethan sortit de sa poche une photo, 2 enfants jumeaux, riant dans un jardin. Il la posa doucement sur le comptoir. « C'est nous, » dit-il d'une voix tremblante. « Toi et moi. » Les doigts de Daniel tremblaient. Il attrapa la photo, la fixa longtemps. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. « Je me souviens, le barrage, la voix de papa, la casquette rouge, puis l'eau, » balbutia-t-il d'une voix brisée. Ethan contourna le comptoir et le prit dans ses bras. Les 2 hommes restèrent là, enlacés, incapables de parler. 30 ans de silence se brisaient dans ce simple geste. Amara observait la scène depuis l'extérieur, ému. Quand Ethan leva enfin la tête, il lui fit signe d'entrer. « Daniel, voici Amara, » dit-il avec émotion. « C'est elle qui m'a ouvert les yeux. » Elle fit un pas en avant, la voix tremblante. « Daniel, tu ne te souviens pas de moi ?» Il se tourna vers elle, surpris. Son regard chercha, hésita. « Vous me semblez familière. »« C'est moi, Amara, » dit-elle d'une voix douce. « Amara ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui. On vivait ensemble à l'orphelinat Santa Clara. Tu me protégeais quand les plus grands m'embêtaient. Tu disais toujours, « Un jour, je retrouverai mon frère, et il viendra me chercher. » Daniel resta figé. Son visage changea. Une lumière se ralluma dans ses yeux. Amara, la petite fille aux tresses rouges, qui chantait pour calmer les plus jeunes. Elle sourit à travers ses larmes. « Oui, c'était moi. » Il s'approcha lentement d'elle. « Tu es celle qui m'a appris à ne pas perdre espoir. Et cette fois, c'est elle qui éclata en sanglots. « Et c'est moi qui t'ai retrouvée, » murmura-t-elle. Ethan, ému, posa la main sur son épaule. « Sans elle, je n'aurais jamais su que tu étais vivant. » Daniel hocha la tête, submergé. « Merci, Amara, sans toi, je serais resté un fantôme. » Daniel releva la tête. « Je n'ai pas grand-chose ici, » dit-il, « mais j'ai gardé ceci. » Il alla chercher une vieille boîte en fer. À l'intérieur, un carnet d'enfant jauni par le temps. Sur la première page, écrit d'une main hésitante. « Un jour, mon frère viendra. Et quand il viendra, je saurai que j'ai toujours eu raison d'espérer. » Ethan sentit ses larmes revenir. « Tu as attendu tout ce temps, » murmura-t-il. « Pas un jour ne passait sans que je pense à toi, » répondit Daniel d'une voix tremblante. Ils restèrent là, à parler jusqu'à la nuit. De leurs souvenirs, de leurs rêves brisés, de leur mère qui n'avait jamais vraiment pleuré. Amara, silencieuse, les regardait. Et dans ce moment suspendu, elle comprit que parfois, l'amour n'était pas seulement entre un homme et une femme, mais entre 2 âmes séparées qui se retrouvent enfin. Quelques jours plus tard, ils rentrèrent à Lagos. Sophia attendait à la porte. Quand elle vit Amara descendre de la voiture, elle courut dans ses bras. « Je savais que tu reviendrais » cria-t-elle, riant et pleurant tout à la fois. Ethan posa la main sur la tête de sa fille. « Et regarde qui vient avec nous, » dit-il doucement. Sophia leva les yeux et vit Daniel. « C'est lui? Ton frère ?» demanda-t-elle avec étonnement. « Oui, ma chérie. C'est lui, » répondit Ethan avec un sourire ému. Elle s'approcha timidement. Daniel s'agenouilla. « Tu dois être Sophia. Tu me ressembles un peu, tu sais ?» dit-il avec tendresse. « Non, rit-elle, moi je ressemble à papa. » répondit-elle en riant. Tout le monde éclata de rire. Et ce rire-là,
après tant de souffrances, résonna dans la maison comme une bénédiction. Dans la nuit, assis sur la terrasse, Ethan et Amara contemplaient les lumières de la gosse. « Tu as tenu ta promesse, dit-elle. Tu l'as retrouvée. »« Non, nous l'avons retrouvée, » répondit-il doucement. Un silence doux les enveloppa. Le vent jouait dans les feuilles, la mer grondait au loin. Puis Ethan tourna la tête vers elle. « Amara, reste, » dit-il d'une voix calme. Elle sourit tristement. « En tant qu'employée » demanda-t-elle. « Non. En tant que famille » répondit-il simplement. Ses yeux se remplirent de larmes. « Tu es sûr » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je n'ai jamais été aussi sûre de rien » dit-il doucement. Il lui prit la main. Et pour la première fois depuis des années, Ethan sentit que tout ce qu'il avait perdu lui revenait enfin. La paix, la famille, et peut-être même, l'amour. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Jimna Adebayo buvait seule dans son appartement. Sur l'écran de télévision, un reportage montrait Ethan et Daniel, entourés de Amara et de Sophia. Un titre s'affichait. 2 frères réunis après 30 ans de séparation. Jimna jeta son verre contre le mur. Mais cette fois, aucune vengeance ne pouvait atteindre la paix qu'ils avaient reconstruite. Ainsi se refermait le chapitre d'une quête commencée 30 ans plus tôt. Et quelque part dans le silence de la nuit, la voix d'un enfant semblait murmurer encore. Un jour, mon frère viendra. Et quand il viendra, tout redeviendra lumière. Le soleil de Lagos baignait la terrasse du manoir Obi d'une lumière douce et dorée. L'air sentait la mangue mûre et le café chaud. Dans le jardin, Sophia courait, poursuivie par un chiot au pelage sable. Ses rires clairs se mêlaient au chant des oiseaux, remplissant l'espace de cette vie que la maison n'avait plus connue depuis longtemps. À la table du petit déjeuner, Ethan, Amara et Daniel partageaient un moment rare, du silence heureux. Plus de dossiers, plus de doutes, plus de fantômes. Juste la paix. On dirait que la maison respire à nouveau, dit Daniel en versant du café. C'est grâce à toi, répondit Ethan avec sincérité. Non, rectifia Amara en souriant. C'est grâce à l'amour qu'il restait entre vous, malgré tout. Daniel la regarda longuement avant de murmurer. Tu as été notre lumière, Amara. Si tu n'étais pas entrée ici ce jour-là, rien de tout cela n'aurait été possible, compléta Ethan doucement. Elle baissa les yeux, émue. Je n'ai fait que dire la vérité, répondit-elle simplement. Ethan lui prit la main avec douceur. Et parfois, dire la vérité suffit à sauver une vie, dit-il dans un souffle. Quelques jours plus tard, ils se rendirent à Santa Clara, l'orphelinat où tout avait commencé. Les bâtiments avaient vieilli, les murs étaient lézardés, mais dans la cour, des enfants jouaient encore. Les rires résonnaient comme des échos du passé. Amara s'arrêta au pied du vieux dortoir. « C'est ici, » dit-elle avec émotion. « C'est ici que Daniel dessinait, sur ce mur-là. » Elle passa la main sur la pierre et découvrit, à demi effacé, un vieux dessin gravé à la craie. 2 enfants qui se tenaient par la main, sous un soleil maladroit. Daniel s'accroupit lentement. « C'était moi, j'avais écrit nos prénoms dessous, » dit-il d'une voix brisée. Il traça lentement les lettres effacées. Daniel et Ethan. Ethan posa une main sur son épaule. « On n'efface pas le passé. On le réécrit, » dit-il calmement. Amara, les larmes aux yeux, observa les 2 frères agenouillés devant leurs souvenirs. Puis elle sortit son carnet et commença à écrire. Tout en haut de la page, elle nota un titre. Le jour où la vérité revint à la maison. De retour à Lagos, un soir d'été, ils célébrèrent le 1er anniversaire de leur retrouvaille. Autour de la table, les rires fusaient. Mama Grace servait le dessert, Sophia racontait une blague qu'elle n'arrivait pas à finir sans rire. Et Daniel jouait une mélodie douce au piano qu'il venait de restaurer. Ethan observait Amara, assise près de la fenêtre. Ses cheveux brillaient dans la lumière du soir. Elle leva les yeux, croisa les siens et lui offrit un sourire discret. Il se leva, s'approcha d'elle et dit à voix basse. « Il y a 1 an, j'étais un homme seul dans une maison vide. Aujourd'hui, j'ai une famille. Et une seconde chance, murmura-t-elle. « Oui, » répondit-il. « Grâce à toi. » Amara baissa les yeux, gênée. Mais Ethan prit sa main, cette fois sans hésiter. « Amara, reste. Pas comme employée. Pas comme invitée. Reste comme celle qui a rendu cette maison vivante, » dit-il doucement. Le silence se fit. Même Sophia s'interrompit. Amara ferma les yeux un instant, puis répondit, d'une voix douce mais ferme. « Je reste. » La nuit tomba sur Lagos. Le vent faisait bruisser les feuilles, et quelque part, la mer chantait au loin. Sur le mur du salon, le portrait de Daniel enfant.
trônait toujours au-dessus de la cheminée. Mais désormais, il y avait un nouveau cadre à côté. Une photo récente de Ethan, Amara, Daniel et Sophia, tous souriants, main dans la main. Sous la photo, gravée dans le bois, une phrase simple. Certains miracles prennent du temps. Mais ils finissent toujours par trouver le chemin du cœur. Et tandis que la caméra s'éloignait lentement, la lumière de la maison restait allumée. Preuve que cette fois, plus rien ne viendrait briser la paix retrouvée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Aimez et abonnez-vous, et dites-nous d'où vous la regardez dans les commentaires. À bientôt!